Dans la partie la plus orientale du territoire de l'Union européenne se trouve un pays dont la particularité est que, tout comme les peuples latins majoritairement situés en Europe occidentale, il conserve encore aujourd'hui les vestiges du passage de l'Empire romain. C'est vrai, la Roumanie est le cousin latin qui, en raison de sa situation géographique, a dû faire face à d'innombrables conflits avec divers peuples pour préserver sa survie. Êtes-vous intéressé à connaître son histoire? Allez, alors restez jusqu'à la fin de la vidéo. Dans l'actuelle Roumanie, on trouve les restes des Homo sapiens les plus anciens d'Europe, près de la ville d'Anina, qui ont environ 42 000 ans. Ces restes présentent un mélange de traits de Néandertal et d'hommes modernes, ce qui génère certaines théories. Un autre événement préhistorique important a été la découverte des tablettes de Tartarie, des gravures qui n'ont pas encore été déchiffrées à l'unanimité par les archéologues et qui pourraient être l'une des premières formes d'écriture au monde. Entrant dans l'histoire documentée, l'historien grec Hérodote a documenté la présence de peuples établis en Roumanie d'origines diverses vers 513 avant Jésus-Christ. Plus tard, des tribus d'origine indo-européenne sont arrivées, les Gètes et les Daces, qui malgré le partage d'une langue et d'une culture commune, sont restées divisées en tribus en conflit entre elles pendant longtemps. Cependant, face aux incursions extérieures comme celles des Scythes et des Celtes, ces peuples ont choisi de s'unifier sous le commandement du roi Burebista, qui comprenait certains territoires des Thraces du Sud et qui correspond à presque tous les territoires de la Roumanie et de la Moldavie, avec les Carpates au nord et le Danube au sud comme frontière. Ce roi a régné sur un éphémère empire qui s'est étendu après sa mort en 44 avant Jésus-Christ. Face à l'expansion de l'Empire romain, des conflits commencent avec le royaume mourant de Dacie, mais ce n'est qu'avec le règne de l'empereur Trajan que la conquête de la Dacie est concrétisée vers 106 après Jésus-Christ. Après cela, la province romaine de Dacie est fondée. Et oui, c'est ici que commence un intense processus de romanisation, qui a inclus l'introduction de la langue latine. La domination romaine a pris fin vers 275 après diverses invasions qui comprenaient celles des Goths, des Avars, des Slaves, des Magyars et des Bulgares. Certains États qui se sont établis après Rome, le royaume germanique gépide, est assez lié aux Goths. Cependant, ceux-ci ont été assimilés au cours du IVe siècle par l'empire Prime d'Attila, qui s'est étendu à une grande partie de l'Europe de l'Est. Par la suite, le Khaganat avar s'installerait, un État turcique qui s'étendait de la Pannonie, l'actuelle Hongrie, au territoire de divers pays slaves, utilisant le proto-slave comme lingua franca. Malgré cela, les déisses ont continué à parler un proto-roumain dérivé du latin qui empruntait des langues slaves, en particulier le bulgare, et qui perdure jusqu'à aujourd'hui. Et je dis spécialement du bulgare, car ce peuple a réussi à étendre son territoire pour former l'Empire bulgare, qui a occupé tout le territoire roumain et qui a duré de 681 à 1018 après Jésus-Christ. Pendant cette période, le territoire roumain a été disputé avec un autre État en ascension, les Magyars venus des Ourals et qui se sont installés en Pannonie. Avec les pressions de l'Empire byzantin au sud, de la Russe de Kiev au nord et du royaume de Hongrie à l'est, le premier empire bulgare entre en décadence au début du XIe siècle. Avec cela, le territoire de la Roumanie a été occupé par les Byzantins, qui ont pris une portion dans le sud-est, et les Hongrois, qui s'étaient installés dans une partie de la région de Transylvanie. Il existait également une région où les proto-roumains, appelés Balakos par les Grecs byzantins, commençaient à gagner une certaine autonomie au fur et à mesure de la création de petits principautés, bien qu'ils ne formaient pas encore un État unifié. Comme vous pouvez l'imaginer, ces petits États dans une époque aussi conflictuelle n'auraient pas beaucoup d'avenir. Et c'est ce qui s'est passé. Vers 1237, un puissant empire qui s'étendait depuis les steppes mongoles est arrivé, l'empire mongol de Gengis Khan qui est allé jusqu'à l'Europe de l'Est. Les territoires ont finalement été annexés dans la Horde d'Or successeur. D'autre part, il est également important de souligner que tout le territoire de la Transylvanie a été assimilé par les Hongrois vers le XIIIe siècle, commençant ainsi la magyarisation de la région. Les Mongols commenceraient à se retirer à la fin du XIIIe siècle.
voyant que le centre du pouvoir de la Horde d'Or se concrétisait entre les actuelles Russie, Ukraine et Kazakhstan, laissant le champ libre aux Hongrois pour continuer leur politique d'assujettissement des Balakos. Cependant, tout cela changerait avec l'arrivée de Basarabin. Ce roi fut le successeur de Radu Negru, personnage légendaire qui fut le premier Bois-Bouddha à gouverner sur toute la Valaquie, réussissant à les unifier vers 1290. Basarab, personnage bien documenté, recevrait un gouvernement qui devrait se soumettre au vassalage et au paiement de tribut aux Hongrois, chose qu'il refuserait d'accepter. Avec cela, les Balakos se rebellent lors de la bataille de Posada, où malgré un désavantage numérique de 3 à 1, ils parviennent à s'imposer aux Hongrois, qui perdent leur espoir de s'étendre jusqu'à la mer Noire. Pour sa part, Basarab parvient à consolider l'indépendance de la principauté de Valachie. Malgré cette victoire, il est certain qu'il y avait encore beaucoup de Roumains en dehors de cette principauté, non seulement en Transylvanie, mais aussi dans la région entre les Carpates et le fleuve Nistru. C'est dans cette dernière zone que les Hongrois encouragent la fondation de la principauté de Moldavie, comme un nouvel État vassal qui les aiderait à protéger leur État des attaques mongoles. Enfin, tant la Moldavie que la Valachie devraient faire face à une nouvelle menace, l'ascendant Empire ottoman, qui a commencé son expansion au XVe siècle. Les Balakos entrent maintenant dans une période de grande incertitude, car pendant de longues périodes, ils sont restés indépendants, et plusieurs autres ont dû se soumettre à l'Empire ottoman, qui exigeait le paiement de tribut pour maintenir leur dépendance. L'un des dirigeants les plus mémorables de cette période était Vlad III Tepes de la dynastie Draculesti, surnommé l'Empaleur. Oui, le prince qui a inspiré le célèbre personnage du comte Dracula. Bien que vous ayez l'image d'un vampire macabre, les Roumains se souviennent de lui comme d'un héros national qui a combattu les Ottomans. Bien sûr, les rumeurs de sa cruauté extrême l'ont transformé en le personnage funèbre que nous connaissons. Après la chute des Hongrois face aux Ottomans à la bataille de Mohacs, leur influence dans la région a été totalement réduite, tandis qu'ils sont eux-mêmes devenus des vassaux des Habsburgos. La région de Transylvanie a été transformée en royaume de Hongrie de l'Est, en tant que vassal de l'Empire ottoman. Et vers 1570, elle est devenue le principauté de Transylvanie. Bien que cette région ait subi une forte influence hongroise, la population roumaine est restée ferme dans sa langue et ses coutumes. Avec cela, nous avons maintenant 3 États roumains qui se soumettaient constamment au vassalage ottoman. Mais comme mentionné précédemment, il y a eu des moments d'indépendance. Probablement le plus important a été pendant le règne de Michel le Brave, prince qui a profité des disputes entre les Habsbourg et les Ottomans pour prendre le pouvoir des 3 principautés simultanément en l'année 1600. Cette période, qui a duré un peu moins d'1 an, a signifié la première unification de tous les peuples roumains. C'est pourquoi Michel est considéré comme un héros national, et même sa figure est invoquée dans l'hymne de la Roumanie. Cependant, peu de temps après cette éphémère unification, Michel est trahi et assassiné, ramenant les principautés au vassalage ottoman. Son héritage a été un point de référence pour le nationalisme roumain ultérieur. Comme tout grand empire, les Ottomans commencent leur déclin vers la fin du XVIIe siècle. Cela se produit avec les défaites dans leur guerre contre la Sainte Ligue. Après quoi, la paix de Karlowitz est signée. Avec cet accord, les Turcs se retirent définitivement de Hongrie, qui maintenant unie à l'Autriche, reprend la Transylvanie. Cette région devient officiellement une partie de l'Empire autrichien de l'époque, vers 1711 administrée par la couronne hongroise. Vers la fin du XVIIIe siècle, avec la Révolution française et les guerres napoléoniennes conséquentes, des sentiments d'indépendance commencent à émerger dans toute la région, ce qui a ravivé le nationalisme en Valachie. Bien qu'ils aient essayé de rester neutres, l'Empire russe en expansion a étendu son influence sur la Valachie et la Moldavie au milieu de ces guerres. Bien que cette période ait été courte, les Russes ne se sont pas retirés sans avoir préalablement annexé une partie du territoire moldave. Après cela, la Valachie et la Moldavie sont restées principalement sous influence ottomane, bien que cet empire perdait de plus en plus de pouvoir. Cela se reflétait dans des événements tels qu'en 1822, lorsque l'Empire ottoman a rendu à la Valachie le droit de nommer ses princes. Et comme vous pouvez l'imaginer, commence ici une série de gouvernements qui choisissent de raviver le sentiment nationaliste.
Avec le déclin de l'Empire ottoman, la Russie réapparaîtrait, imposant le statut organique, une loi de nature constitutionnelle dans laquelle la Moldavie et la Valachie sont essentiellement devenus des protectorats russes. De même, des dirigeants pro-russes seraient imposés. Arrivant à l'année des révolutions en Europe, 1848, la Valachie ne serait pas en reste. Un groupe d'intellectuels a impulsé la révolution de Valachie dans laquelle les insurgés ont renversé le prince pro-russe de l'époque, Georges Vivescu. Réponse de la Russie, occuper militairement le pays. Cependant, face au désir d'autodétermination du peuple roumain, la nouvelle loi finirait par être modifiée. Pendant la guerre de Crimée, dans laquelle l'Empire ottoman et la Russie étaient impliqués, ces derniers ont de nouveau envahi les territoires roumains, bien qu'ils aient finalement été vaincus. C'est pourquoi, après le traité de Paris, les deux principautés retomberaient sous influence ottomane. Malgré le fait qu'ils continuaient à tomber sous des influences étrangères, la Valachie et la Moldavie ont choisi un seul dirigeant, Alexandre Jean-Pram de Roumanie. Cela signifiait l'unification des deux États roumains dans la principauté de Roumanie. Oui, pour la première fois ce nom apparaît. Et c'est ici que commence le chemin vers l'indépendance totale. La prochaine étape serait de profiter d'une nouvelle guerre entre les Russes et les Ottomans, où maintenant, avec le soutien des Russes, les Roumains peuvent se débarrasser définitivement de l'influence ottomane. Bien sûr, rien n'est gratuit, donc une partie de la région de Bessarabie en Moldavie passerait à la Russie, plus précisément à l'Ukraine actuelle. Quoi qu'il en soit, une sortie sur la mer Noire a été obtenue, cédée par les Romains. Pour assurer l'indépendance, les Roumains, maintenant indépendants, ont choisi de faire venir un prince étranger, Carol Ier, de la dynastie des Hohenzollern, qui avait en réalité régné depuis 1866. Avec cela, et après le congrès de Berlin, la Roumanie est reconnue comme un État indépendant par les puissances européennes, ce qui a inclus l'éloignement de l'influence russe. De plus, il accède au statut de royaume en 1881. Sous ce nouveau règne allemand, la Roumanie a acquis une vision plus occidentalisée, commençant ainsi l'industrialisation et l'ouverture au libre marché. Bien sûr, si nous parlons de révolution industrielle, cela signifie la course impérialiste conséquente des puissances et le début des tensions, qui se manifestent dans divers conflits. Dans le cas de la Roumanie, elle a participé à la Seconde Guerre des Balkans, où elle obtient De Bruyne de la Bulgarie. De même, face à ces tensions, la consolidation des alliances militaires éclate avec le Sénato de l'archiduc autrichien en Bosnie. La Première Guerre mondiale avait commencé. Bien que la Roumanie, gouvernée par une maison allemande, ait choisi de rester neutre, à la fin de la guerre, elle a absorbé presque toutes les nations du continent. Finalement, face aux pressions de la classe politique qui était en faveur de la Triple Entente, la Roumanie finit par les rejoindre dans l'espoir de récupérer les territoires à majorité roumaine en Transylvanie et en Bucovine. Les Roumains ont commencé par de sérieuses défaites, étant envahis par la Bulgarie, l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie, ce qui a entraîné leur reddition et la cession de presque tout leur territoire à l'exception de la Moldavie, qui a pu résister. Cependant, avec la défaite ultérieure des puissances centrales, la Roumanie a pu reprendre la guerre un jour avant la fin de celle-ci, ce qui lui a permis de terminer du côté des vainqueurs. Ayant même réussi une avancée ultérieure vers la Transylvanie, le traité de Trianon est signé, dans lequel le vote des Transylvaniens qui ont opté pour l'unification avec la Roumanie est reconnu, se séparant ainsi de la Hongrie. De même, avec la chute de l'Empire russe après sa révolution, ils ont également pu récupérer la Bessarabie. Oui, avec cela, tous les territoires roumains étaient réunifiés. Pendant la période de l'entre-deux-guerres, une nouvelle guerre avec la Hongrie se distingue, après laquelle elle peut réaffirmer sa souveraineté sur la Transylvanie. De même, l'économie a été affectée pendant la crise de 29. En ce qui concerne la politique, les rois roumains se méfiant du communisme de l'URSS, donc la classe politique avait tendance à se rapprocher du fascisme. Le règne du roi Carol II est également remarquable, qui a progressivement réduit le pouvoir de la classe politique tout en devenant de plus en plus autoritaire. Cependant, une fois la Seconde Guerre mondiale commencée, la Roumanie est forcée de céder la Bessarabie à l'URSS. Elle cherche donc le soutien allemand, qui pour accepter l'union roumaine à l'Axe, lui a exigé de régler ses conflits avec la Bulgarie et la Hongrie.
Après cela, la Roumanie a été contrainte de céder Ljubljana et le nord de la Transylvanie respectivement. Avec ce désastre, Charles II est contraint d'abdiquer en faveur de son fils Michel Ier, qui à son tour est renversé par le Premier ministre Ion Antonescu, qui avec une main de fer consolide l'alliance avec l'Allemagne, unissant son pays à l'Axe. Bien qu'il commence par des victoires sur le front oriental, soutenant l'occupation allemande de l'URSS, les soviétiques renversent l'invasion et arrivent aux portes du territoire roumain. Face à cette défaite imminente, Antonescu est maintenant renversé par Michel Ier, qui choisit de changer de camp en faveur des soviétiques, combattant à leur côté jusqu'à la capitulation allemande. Après la guerre, la Roumanie finit par perdre la Dobroudja au profit de la Bulgarie et la Bessarabie au profit de l'URSS, c'est-à-dire la Moldavie, en punition de son alliance initiale avec l'Axe. D'un autre côté, elle ne peut récupérer que le nord de la Transylvanie de la Hongrie. De plus, avec l'établissement du rideau de fer, la monarchie est forcée d'abdiquer en faveur d'un gouvernement communiste, donnant ainsi naissance à la République socialiste de Roumanie, à l'est du rideau. Déjà en tant qu'État satellite de l'Union soviétique, la Roumanie se lie au pacte de Varsovie sur le plan militaire et au Comecon sur le plan économique. Depuis 1967, pendant l'époque socialiste, le gouvernement de Nicolae Ceausescu se fait remarquer. Souvenu comme l'un des dictateurs les plus intransigeants de l'histoire. Bien que pendant la première décennie de son gouvernement, il ait essayé de maintenir une certaine autonomie par rapport à l'URSS, allant même jusqu'à critiquer l'invasion de la Tchécoslovaquie. Au début des années 80, son régime est devenu de plus en plus brutal et répressif. Certaines caractéristiques de la deuxième décennie, un nationalisme exacerbé, un culte rigoureux de la personnalité et une détérioration des relations avec l'Occident, la Chine et Israël, montrant un rapprochement accru avec l'Union soviétique. Face à la mort de plusieurs dissidents, des mouvements anticommunistes commencent à émerger vers la fin de la décennie. Avec le déclin de l'URSS et face à l'adhésion de Ceausescu aux politiques staliniennes, des protestations émergent qui se terminent par la violente révolution roumaine de 1989, où l'opposition réussit à retourner les forces armées en sa faveur, pour renverser et exécuter le dictateur Ceausescu et sa femme, le jour de Noël. Cela a signifié la fin de l'ère socialiste, qui est arrivée de pair avec la fin de la guerre froide et la dissolution ultérieure de l'URSS. Après cela, commence une période de transition d'une économie entièrement dirigée par l'État vers le libre marché. Face à la situation économique précaire, dès que le rideau de fer s'ouvre, des milliers de Roumains partent à l'étranger, en particulier vers des pays comme l'Espagne et l'Italie. En ce qui concerne la politique, Ion Iliescu est élu président, celui qui a dirigé la révolution de 89. Il faut également noter ici le début d'un mouvement pour la réunification avec la Moldavie indépendante depuis 1991. De plus, un rapprochement avec l'Occident commence. En 2004, il rejoint l'OTAN et en 2007, il obtient l'accès à l'Union européenne. Malgré tous ces changements, malheureusement, la Roumanie reste l'un des pays les plus corrompus du continent, ce qui affecte gravement son économie et son développement, ce qui continue d'encourager la migration de nombreux Roumains à la recherche d'une meilleure qualité de vie. Et toi, que penses-tu du peuple roumain? Saviez-vous leur origine latine? Devraient-ils se réunir avec la Moldavie? N'oubliez pas de laisser votre commentaire. Et si vous avez aimé cette vidéo, soutenez-moi avec un like et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez également me suivre sur mes réseaux, et si vous êtes intéressé à me soutenir dans ce projet, tout don sur Patreon sera le bienvenu. À la prochaine.